Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape de la Loup-la-Tour. On fera aussi un petit bilan de cette course. Donc on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur la fameuse montée du point de vue de Arrat-Ouveyride. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google, TikTok, le débrief des compétitions en direct, les shorts également, que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et puis il y a également la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à aller voir les différentes playlists, vous pouvez retrouver toutes les étapes de la Loup-la-Tour, vous pouvez vous faire ça demain matin, ou vous pouvez retrouver également le Tour de la Communauté de Valence ou l'étoile de Bessèges. On commence tout de suite avec cette Loup-la-Tour. Encore une fois, tout s'est joué dans le final de la montée vers Arrat, même s'il y a une chute dans l'approche de cette montée qui a fait mal notamment à Lorenzo Milesi, le coureur italien qui a rejoint à la dernière minute la Movistar, qui est tombé à haute vitesse dans ce passage, voilà, une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Bon, derrière, tout s'est joué dans la fameuse montée, toujours aussi compliqué cette montée, puisque vous avez 2 km 800, des gros pourcentages. C'est en plus très régulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de pic. Vous avez des passages à 17-18, mais la moyenne est à 12. Donc il n'y a pas vraiment de passage facile sur cette montée. Les passages les plus faciles, ils sont à 9%. Et surtout, la difficulté, c'est qu'au sommet, il faut relancer. Parce qu'il faut remettre du braquet, sauf que vous êtes déjà à fond au niveau cardiaque. Remettre du braquet, c'est très très compliqué, les 8-9 derniers kilomètres qui sont derrière. Et oui, c'est encore monté à grosse intensité, et le plat a fait encore de grandes difficultés aux coureurs, et ça s'est joué au sprint. Et le général s'est joué au sommet, et ça s'est joué au sprint aujourd'hui, entre Yates, Le Cerf, et également Finn Fisher Black. Et Yates a très bien géré l'étape aujourd'hui. Je pense que on en a parlé un petit peu dans les commentaires du short, mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui me disait il a été intelligent aujourd'hui parce qu'il n'a pas donné le maximum dans la dernière difficulté, il est resté à son rythme parce qu'il savait qu'à 7-8 secondes, il pouvait revenir sur le surf notamment. Il a décidé de ne pas se mettre dans le rouge parce qu'il savait que le plus important c'était de garder encore un peu de physique dans la dernière partie. Et c'est vrai que par rapport à Maïka par exemple, qui lui était cramasse, et Finn Fisher Black, où tu sentais qu'au niveau cardiovasculaire, ça tapait bien au niveau du rythme cardiaque, je pense que Yates a été plus intelligent de ce côté-là. Et c'est vrai que je trouve que l'analyse de cette personne dans les commentaires a été très intelligente. Mais comme souvent dans les commentaires, moi j'ai rarement des grosses insultes et des mecs qui racontent des conneries dans les commentaires des vidéos. Je suis pas toujours d'accord, mais au moins il y a des avis constructifs. Et je lis tous les commentaires. J'élimine que ceux où il y a des insultes. Je le dis, j'élimine même pas les commentaires. C'est des gens qui me disent que je suis incompétent. J'élimine que ceux où il y a des insultes, et c'est même pas parce que j'ai un problème avec les insultes. J'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est que la règle, c'est que le youtubeur doit modérer les propos de son compte YouTube. Donc avec des insultes, je pourrais être emmerdé par YouTube en fait. Alors que c'est pas moi qui ai écrit les insultes, mais je pourrais être emmerdé par YouTube. Donc c'est pour ça que j'enlève toutes les insultes. Alors, dès qu'il y a une insulte, j'enlève. Dès qu'il y a un propos aussi misogyne ou un truc à la con, j'enlève. Voilà. Propos misogyne, ça me gêne par contre beaucoup plus. Il y en a quelques-uns. Là j'enlève. Mais par exemple sur certaines insultes, vous savez, quand on me dit T1, vous connaissez la suite, ou c'est de la enfin je sais pas trop quoi comme autre insulte, mais on a mis pas mal à une époque, il y en avait quelques-unes, j'enlève systématiquement, voilà, pour cette raison-là. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Parmi les coureurs au top, Simon Yates aujourd'hui. Il était venu pour gagner, le sponsor voulait qu'il gagne, et il a gagné. Le contrat est rempli. Simon Yates, au départ de cette course, il n'avait pas une opposition énorme en montagne. Il y avait le petit Le Cerf, que moi je voulais suivre. Il y avait Pierre Latour. Il y avait Formolo, par exemple. Mais c'est vrai que Le Cerf, c'est un jeune coureur.
Il y avait Finn Fisher Black, mais techniquement, c'est pas du niveau d'Yates encore. Formolo, pareil, c'est quand même en dessous d'un Simon Yates. Pierre Latour, il aurait pas fallu qu'il perde 10 minutes, quoi, sur les premières étapes, c'est dommage. Donc, du côté de Simon Yates, je me dis que la journée a vraiment été remplie, le contrat a été rempli. Je pense qu'il avait peut-être un peu de pression ce matin. Au départ, Simon Yates, il disait, bon, faut pas que je me rate aujourd'hui. Faut pas que je me rate du tout. Mais bah, il a été performant. On sait que c'est un type d'effort qui lui correspond. Yates, c'est même surprenant que c'est un mec qui a jamais gagné Liège. Yates. Parce il a un profil qui pourrait convenir, par exemple, sur ce type de montée. C'est la côte de la Redoute, ça pourrait lui convenir à Simon Yates. Alors, c'est vrai qu'à une époque, il est tombé peut-être sur meilleur que lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, face à Remco Evenepoel, c'est quand même pas facile de gagner Liège. Mais c'est vrai qu'Yates, à une époque, aurait pu être en capacité de faire la différence. Et il n'a jamais gagné Liège. Mais du côté de Yates, oui, il a été très bon aujourd'hui. Parce qu'il fallait faire la différence. Encore une fois, il a été intelligent parce que il s'est pas mis dans le rouge, je pense. Il savait que la fin de la montée était compliquée. Il connaissait pas non plus la montée en course. Parce qu'il n'avait pas fait le Tour d'Arabie Saoudite les 2 années précédentes. Donc il savait pas comment ça se passait. Peut-être qu'il a regardé l'étape entre Buitrago et Van Gils. Buitrago s'était mis dans le rouge dans la montée. Il était parti quasiment dès le pied, Buitrago. Et Van Gils, lui, était revenu sur lui, il l'avait largué en toute fin de montée. Et puis sur le plat, il avait continué à creuser l'écart. Parce que Buitrago, il était cramasse ce jour-là. Il avait tout donné. Et tu vois, je pense que Yates, il a peut-être vu cette arrivée-là, il y a 2 ans. Et il s'est dit, faut pas que je fasse la même erreur. Faut vraiment que je compte un peu mes coups de pédale. Parce que il essaye pas de suivre Finn Fisher Black, il essaye pas de suivre le Cerf, même si je pense qu'au départ il voulait suivre le Cerf, mais que l'attaque de le Cerf a été quand même assez impressionnante. Je trouve que c'est un coureur qui est intéressant, hein, William Junior le Cerf. Il faudra continuer à le suivre dans les courses à venir, hein, parce que il y a un truc différent des autres coureurs, lui. Mais Yates, voilà, il a réussi à tenir la cadence parfaitement. Bravo Simon Yates, bravo du côté du coureur britannique. Et puis bon, j'espère que ça va bien lancer sa saison à Simon Yates. Pourquoi pas l'emmener vers une victoire sur un grand tour? L'année dernière, il avait fait un très bon Tour de France, Yates. Hein. Sans coup de moins bien quand il finit 4e. Donc on verra ce que ça va donner. William Junior le Cerf. La nouvelle pépite en montagne de Quick-Step, qui les collectionne. Autant ils ont peut-être plus grand monde sur les classiques flandriennes, autant les pépites en montagne, ils commencent à en avoir beaucoup. Je trouve aujourd'hui, moi son changement de rythme m'a impressionné à William Junior, hein, le Cerf. C'est-à-dire que il a fait une attaque tranchante, et ensuite il n'a pas fait un double kick, comme on voit souvent maintenant les mecs, ils font une première attaque, tu vois, et ensuite ils remettent une deuxième couche en se remettant en danseuse. Lui, son double kick, ça a été je me mets en danseuse, je fais un gros pic pendant 10-15 mètres, et ensuite il a tourné les jambes, on aurait dit Chris Froome, quoi. Mais un peu moins fort quand même que Chris Froome dans la grande époque, mais ça tournait très vite les jambes, beaucoup de vélocité, tu sens que c'est pas le mec qui emmène le plus gros braquet en montagne, mais il tourne les jambes. Il a quand même résisté quasiment jusqu'au sommet où c'est Finn Fisher Black qui prend les secondes de bonif devant lui. Tu te dis, tu peux peut-être même avoir un regret parce que le Cerf avec les secondes de bonif, ça se joue à pas grand chose, hein, la victoire générale pour Yates. Même Yates au départ pensait qu'il avait perdu la course. Ça se joue à 3 secondes. Ouais, donc même avec les secondes de bonif en haut, ça aurait pas fait la différence. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il a été très bon dans le final aussi. Tu vois, il resserre ses chaussures dans le dernier kilomètre. Autant du côté du AE, Maïka, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. Parce qu'il n'a pas fait de tempo pour Fisher Black. Alors que pour moi, c'était plutôt à lui de se sacrifier pour Finn Fisher Black. J'ai eu du mal à comprendre la stratégie de Maïka. Autant le Cerf, je trouve qu'il a été très très bon dans le final. C'est lui qui force Yates à faire le sprint de 300 mètres. Parce que, un peu comme il y a quelques jours où Merlier avait un peu forcé la main, là c'est pareil, il force la main le Cerf. Il commence à se mettre en danseuse. Yates s'est dit, putain, s'il commence à me dépasser, ça va être compliqué. Je pense que le problème de Le Cerf, c'est qu'il n'a pas trouvé l'ouverture.
face à Yates à l'intérieur. Un moment où tu sens qu'il veut passer côté balustrade et qu'Yates, il n'y a pas la place, quoi. Et je pense qu'il s'est peut-être ready à ce moment-là en se disant oui, il faut que j'y aille, sauf que je trouve pas l'ouverture, il reste 50 mètres. Il s'est peut-être commencé à se tendre et c'est de l'énergie qui lui a manqué sur la fin. Voilà, c'est un peu comme sur un 100 mètres, sur un 800 plutôt, en athlétisme. Vous savez, sur un 800, c'est un peu la bagarre. Et parfois, les mecs, ils n'arrivent pas à trouver l'ouverture et ils sont dans la dernière ligne droite. Ils ont pourtant, pas forcé en termes d'effort pendant le premier tour et demi, on va dire. Mais ils trouvent pas l'ouverture et ils se stressent, ils se tendent, ils se raidissent. Et ce qui fait que leurs 25 derniers mètres devient un calvaire. Bah, j'ai l'impression que le cerf, tu vois, il s'est tendu parce qu'il trouvait pas l'ouverture et qu'il a perdu de l'énergie de ce côté-là. Bon, c'est dommage pour le Belge parce qu'il gagne pas sa première course par étape, mais bon, ça aurait été quand même exceptionnel pour une première course par étape dans une équipe World Tour. Donc c'est quand même une belle perce pour le cerf, cette deuxième place. Et puis bon, bah, moi j'ai envie de le voir sur les autres courses, hein. Moi, il m'intéresse ce petit jeune. Voilà, hein, seulement 21 ans. Il fera le Tour du Rwanda. Et ensuite, le Tour de Catalogne. Ça sera intéressant, tiens, le cours de Catalogne, avant d'aller sur la flèche Brabançonne. Un parcours assez éclectique pour le Belge. Début de saison assez éclectique. Ouais, et puis je termine avec Coquard. Bah, on pensait pas que ça serait Brian Coquard qui serait premier français du classement général. Et pourtant, c'est le cas. 7ème, Brian Coquard. Et il finit quand même devant Ivan Romero, devant Fred White, devant Luis André Maté au classement général, Brian Coquard. Il finit juste derrière Formolo, il finit à 10 secondes de Formolo. Pour un sprinter, c'est quand même pas mal. Aujourd'hui, il fait 15e de l'étape, hein, Brian Coquard. Hein. Il est dans le gros peloton qui arrive après Pierre Latour, là, après le groupe Latour. Donc non, très très bien. Très très bonne étape de Brian Coquard parce que alors c'est quand même un mec qui a été vice-champion du monde derrière Lutsenko, hein, faut quand même s'en souvenir, il y a quelques années. Et c'est un mec qui avait fait, je sais pas s'il avait pas fait un top 10 sur l'Amstel, parce que c'est une classique où il pourrait obtenir presque plus de résultats que sur Milan. Je sais plus, mais je vais pas le retrouver. Je crois qu'il avait fait une année un bon résultat sur l'Amstel. Mais du côté de Coquard, c'est vraiment un très très bon résultat et puis ça montre que la condition physique est là. Quand tu finis à 34 secondes d'un Simon Yates, encore une fois, il y avait 2,5 km de montée. Aujourd'hui, des sprinteurs qui finissent devant lui, des vrais sprinteurs, hein, bah, je regarde. Van Duden finit 1 minute derrière, par exemple. Il n'y a pas de, on va dire, de vrais sprinteurs qui finissent avec lui, hein. Non, il n'y a pas de... De toute façon, c'est le premier sprinter au général, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas vraiment de sprinter, parce que Sobrero n'est pas un sprinter. C'est un mec qui a une bonne pointe de vitesse, mais c'est pas un sprinter. Donc vraiment, très très belle perf. Et ça veut dire que Brian Coquard, il amène quand même 35 points UCI grâce à cette 7ème place du côté de Alou Tour. On va dire que c'est pas exceptionnel, oui, mais bon, 35 points au classement UCI, plus les quelques points qu'il a récupérés grâce à sa 2ème place. Sa 2ème place, c'est aussi intéressant. Bah, Brian Coquard, depuis le début de saison, grâce à sa 2ème place également sur la Classicat Valenciana, bon, la 10ème sur la Ruta de la Ceramica, c'est quand même déjà 145 points UCI marqués. Et oui, bah, c'est quand même intéressant sur 7 jours de course, en sachant qu'il est allé sur une 2-1 et qu'il n'est pas allé sur des épreuves World Tour. C'est pas mal. On va le revoir la semaine prochaine sur le Tour de Man. Enfin, la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, parce que le Tour de Man, ça commence le samedi 10. Je sais plus jusqu'à où ça va au Man. Il y aura Caleb Ewan aussi au départ de cette course normalement. Il y aura Paul Magnier. Et il y aura Adam Yates avec Isaac Del Toro aussi qu'on retrouve. Ça sera jusqu'au 14 février. C'est des dates vraiment à la con, hein, toujours. Donc c'est d'un samedi jusqu'à mercredi. Voilà, le Tour de Man. Avec la montagne verte le dernier jour et la Eastern Mountain qui sera le jour numéro 2. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Je pense qu'on le fera peut-être, le Tour de Man. L'année dernière, je devais le faire, je ne l'avais pas fait. Là, peut-être que je vais le faire cette année, le Tour de Man.
Voilà. Après, ça dépendra. On sera aussi en pleine période de championnat du monde avec le biathlon, mais je vais essayer de le faire, le Tour d'Oman. Parce que la montagne verte, c'est toujours sympa. Voilà, c'est des courses, encore une fois. Faut pas les prendre pour des grosses épreuves, c'est des épreuves de préparation. C'est vraiment des épreuves de pré-saison. Faut les prendre pour ce que c'est. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. On poursuit du côté des bonnets d'âne sur cette Adoula Tour avec le premier coureur, Ben Hermans. Bah oui, parce que bon, je veux bien être gentil. Brian Cocard a fait une belle course aujourd'hui. Mais quand on emmène un grimpeur, alors ça, qui est plus tout jeune, comme Ben Hermans, on s'attend quand même à autre chose qu'une place au général qui est assez lointaine du côté de la Cofidis. Ben Hermans, il finit 29e, c'est-à-dire qu'il finit même pas dans les points UCI, c'est-à-dire qu'il finit derrière Jonathan Lastra et derrière Brian Cocard, parce que vous savez, Jonathan Lastra est également dans le top 15 de cette course par étape. 29e, alors c'est vrai que bon, Ben Hermans, encore une fois, c'est un coureur qui va sur ses 37, 38 même, il a déjà 37 ans. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut savoir arrêter? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où je me dis, ce recrutement-là de la Cofidis, et que c'était peut-être pas l'idée du siècle? C'est quand même un coureur qui a commencé en 2007 dans l'équipe qui s'appelait Davo, qui est quand même à plus de 10 saisons en World Tour. Parce que la première saison en World Tour, c'est 2011. Ça commence à faire beaucoup. Toujours intéressant de voir, il a commencé avec Thomas de Rent dans l'équipe Davo, qui était dans cette équipe. Et puis après, les autres coureurs, j'ai pas... Van Steyen, je crois qu'il a fait des petits trucs. Je vais vérifier, Michael Van Steyen. Ouais, voilà, il était passé chez Cofidis, je me souviens de l'avoir vu. Il n'avait pas eu un gros palmarès, mais il a fait quelques trucs dans cette équipe qui n'a duré que 200. Elle a fermé en 2008. C'était trop dur d'avoir de Rent dans la même équipe avec Ben Hermans, je ne sais pas. Mais voilà, cette formation qui a duré 2 ans. Et donc, il y a un moment, Ben Hermans, ça fait quand même quelques temps que les résultats sont plus là. Si on regarde les 2-3 dernières saisons, sa dernière bonne saison, c'est 2021. 2021, il marque 20 points Pro Cycling Stats. 2023, il en marque 205 Pro Cycling Stats. Au point UCI, en 2023, c'est 244 points UCI. Donc c'est pas fantastique. Et encore, il y en a quand même 60 qui sont marqués à Eschborn-Francfort et 50 sur le Tour de Belgique. Voilà. Et sur le Tour d'Eman, il en prend 100 également, des points UCI. Donc c'est quand même réparti sur très peu de courses, seulement 41 jours de course l'année dernière, du côté de Ben Hermans. Mais je me demande quand même, c'était pas l'idée du siècle d'aller le recruter. Bon, je pense qu'il y a un moment, faut savoir arrêter au sommet. J'ai l'impression que du côté de Ben Hermans, il a arrêté un petit peu trop tard. Du côté de la Total, il veut toujours pas arrêter, il n'a toujours pas pris sa retraite. Total Energy. Bon, que vous dire du côté de la Total Energy? Alors, si c'était un voyage organisé, ça a peut-être bien marché. Mais alors, pour les points UCI, ça n'a pas été une réussite. Zéro. Zéro sur cette semaine. Si j'ai bien compté, pour moi, il y a 0 point marqué par la Total Energy. Alors oui, aujourd'hui, Pierre Latour fait 5e. Le problème, c'est que Pierre Latour, il perd tellement de temps en début de semaine que c'est quand même compliqué. Il y a 4 points. Alors, on met 4 points, c'est pas des points SCI qu'il a marqué. Oui, voilà, c'est pas des points SCI qu'il a marqué. C'est des points Pro Cycling Stats, mais c'est pas des points SCI. On rappelle pour le moment, 14 points marqués en Pro Cycling Stats et en points UCI. Ils sont toujours à 6 points UCI. 3 par Emilien Janière, 3 par Alexis Vuillermoz. On ne sait pas si le total va augmenter. Ça fait quand même de la peine. 6 points UCI seulement marqués par cette équipe. On est en deuxième division, c'est-à-dire que Bardiani en a marqué plus, Polti en a marqué plus. Et là, encore une fois, à quoi ça sert d'aller sur la Lula Tour? C'est pour marquer 0 points. Enfin, le coût financier pour aller en Arabie Saoudite est quand même très important. Et là, je me dis, il n'y a pas de densité. La densité au niveau montagne et même au niveau sprint, il y avait de la place.
Mais que ça soit Jason Tesson ou que ça soit Pierre Latour, comment Pierre Latour peut finir au classement général de cette épreuve? Attendez, hop, on va bien se marrer. Hein. Pierre Latour, il finit 50e. Bah oui, mais il perd 7,50. Hein. 7,54. Il y a 7 minutes 30 qu'il ne doit pas perdre. Donc à partir de... Il perd plus d'une minute sur un coup de bordure, il perd 6 minutes hier. Je ne sais pas par quel miracle il perd 6 minutes hier, Pierre Latour. Et je vous avais dit, de toute manière, en ayant perdu 6 minutes, il ne pourra pas faire un bon classement général. 0 point marqué. On est sur une 2-1. On est sur une 2-1 à Latour. Enfin voilà quoi. Il y a un moment, il va falloir... il ne faut pas attendre de août pour se dire on est 50e au classement UCI, il va peut-être falloir se réveiller. Il faut se réveiller dès maintenant. La situation est grave du côté de la Total. Encore une fois, je rappelle quand même très peu d'invitations sur les grosses épreuves qui leur ont permis l'année dernière de marquer des points. Parce que 2023, si je regarde un petit peu les gros points qui ont été marqués, par exemple les gros résultats, quand tu regardes Milan-San Remo, bam, pas de points marqués. Si tu regardes les classiques belges, en 2023, c'était des gros points qui avaient été marqués. Tu te dis que là, oui, là, ça pue la merde. Ça pue sévère, quoi. Parce que 2023, voilà, grand résultat. Il y a quand même la Bruxelles Cycling Classic, donc il y a eu un pro. Mais encore une fois, il y a Milan-San Remo 2022. Tiens, si on prend 2022 en termes de résultats, puis il y avait le Dauphiné, en 2022 par exemple, où ils avaient marqué des points. Il y avait Gand, où ils avaient marqué des points. Il y a quand même beaucoup d'épreuves où ils ont marqué des points ces dernières années, où là, ils ne viendront pas. Ils ne sont pas invités. Tu as un effectif qui est extrêmement restreint en quantité, seulement 23 coureurs. Va falloir trouver des solutions, quoi. Alors, on va se dire, heureusement, Steph Kras n'a pas encore commencé. Mais alors, si tu mises tout sur Steph Kras, tu ne monteras pas en World Tour, ça c'est clair et net, mais ça ne va pas être suffisant en deuxième division. Donc, il y a un moment, il va falloir vraiment se réveiller du côté de la Total. Le début de saison est catastrophique. Voilà. Là, tu vas en Arabie Saoudite, tu marques 0 point UCI. C'est quand même difficile à concevoir. Je continue avec Fred White. Pas top, Non, c'est-à-dire Fred White, j'ai pas compris sa semaine. D'un côté, il nous dit, je joue le classement général. Bon, moi, j'avais dit, j'ai peur que ça passe pas. Voilà, il fait pas beaucoup mieux que Brian Cocard. Donc, comme quoi, ça ne passait pas. Il finit 14e du classement général. C'est 5 points UCI. Pas fantastique. Et surtout, je me dis, il a remporté, il n'a fait aucun top 5 sur les étapes. C'est quoi son objectif sur le long terme, Fred White? C'est les classements de course par étapes ou c'est d'aller chercher des étapes comme hier à Maria sur des arrivées en faux plat montant? Moi, je pense qu'il aura plus de réussite en allant chercher des résultats sur ce type d'épreuve, en allant chercher pourquoi pas des classiques flandriennes, qu'en voulant jouer des classements par étapes sur la Oula Tour. Je ne sais pas par quelle idée il s'est dit je vais jouer le classement général sur cette course-là. Alors je pense que c'est aussi dû au fait que Bahreïn Victorious n'avait pas grand monde, il faut bien le dire, pour aller chercher un classement général sur cette épreuve. C'est vrai que la Bahreïn n'était pas venue avec la grosse équipe, mais bon quand même. Enfin là c'est pas top quoi du côté de Fred White. C'est-à-dire qu'en termes de résultats sur cette semaine, c'était pas exceptionnel. Et encore une fois, j'ai pas compris cette idée de vouloir jouer le classement général. Je sais pas quelle mouche l'a piqué vraiment Fred White cette semaine. Donc il va falloir se reconcentrer sur des objectifs qui sont réalistes. Classement général sur cette épreuve-là, pour moi, ce n'était pas réaliste. Donc il faut se recentrer sur des possibilités qui lui correspondent mieux à ses qualités physiques. Enfin, comment dire, Brian Coca va pas vouloir jouer le classement général du prochain Dauphiné libéré. Bon, il le sait, il est pas bête. Bon, voilà, il faut un moment se remettre les idées dans l'ordre. Et puis je termine avec Formolo. Je m'attendais un peu mieux de Formolo, je vous l'avais dit, je l'avais mis parmi mes favoris sur cette épreuve. Je me disais, voilà, un top 5 par exemple au classement général, c'est jouable. Là aujourd'hui, il prend la 9e place, mais je dirais c'est le gros qui tombe en premier
Formolo. Pas dans le rythme, dans la montée finale. Alors avec en plus Milesi qui est tombé, je pense qu'il s'est fait bien mal Milesi. J'espère que même c'est pas au niveau des genoux. Parce que, voilà, on a voulu le relever très rapidement Milesi, mais bon, je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle. Il avait extrêmement mal, hein, Milesi. Il y a pas mal de coureurs même qui se sont blessés. Hein. Matthews, Milesi. C'est vrai qu'il faudra qu'on fasse. Il va falloir faire un point dans les équipes à la fin de la semaine parce que l'infirmerie du monde du cyclisme est bien remplie, je trouve, pour un début de mois de février. Mais ouais, du côté de Milesi, la grosse chute à un moment de l'arrivée. Et puis Formolo, très discret sur cette semaine. Alors qu'on pouvait peut-être s'attendre à mieux. Lui qui a rejoint la Movistar et qui était leader sur cette épreuve pour moi. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'opposition, donc c'est dommage du côté de Formolo d'avoir un résultat, on va dire, en demi-teinte quand on change d'équipe. Après, c'est vrai que je regardais ces dernières saisons, c'était pas non plus si exceptionnel que ça. L'année dernière, il remporte la Veneto Classic, ça lui permet de marquer pas mal de points Pro Cycling Stats et UCI. Ouais, quoique non, l'année dernière, il marque quand même 739 points UCI. Donc non, ouais, c'est moyen. Voilà, en termes de résultats, je m'attendais un petit peu mieux. Après, c'est vrai qu'il a fini tard. Hein. Il a fini tard et en forme. C'est-à-dire que toute la période des semi-classiques italiennes, il a plutôt été bon. Parce qu'il remporte la Coppa Agostini et la Veneto Classic, coup sur coup. Donc voilà, c'est peut-être plus compliqué pour lui. L'intersaison a peut-être été un peu plus compliquée. Parfois, quand on finit fort l'année, c'est pas toujours facile de repartir derrière. Coureur qui a commencé à la Calendal à l'époque, hein. Formolo. Il y avait Iban Basso, il y avait Caruso à l'époque, il y avait encore Jean-Marc Marino, il y avait Peter Sagan quand il a commencé dans cette équipe italienne. Il n'est pas resté longtemps même, hein, je crois. Hein. Parce que... ah si, non, je disais une connerie. Non, il est resté jusqu'en 2017. C'est l'année où l'équipe a dû s'appeler ensuite EF. Donc où l'équipe a un peu changé à ce moment-là quand l'équipe avait changé un petit peu de bord. Parce qu'au départ, la Cannondale de 2014 n'était pas la Cannondale de 2015 où il y avait eu la fusion entre Cannondale et Garmin, hein, pour ceux qui se souviennent. Et c'est surtout en fait la Garmin qui a absorbé l'équipe Cannondale et la structure Cannondale au niveau du staff. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette semaine du côté du Tour d'Arabie Saoudite. Encore une fois, ça a été une semaine intéressante pour voir les états de forme de certains coureurs. C'est sûr que si vous voulez regarder le Haloula Tour pour l'intérêt, on va dire, de la course, si vous ne prenez pas en compte l'intérêt que c'est une épreuve du début de saison, oui, ça n'a aucun intérêt cette épreuve-là, mais c'est une épreuve de début de saison, ça permet aux coureurs de se lancer sur l'année. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, le Haloula Tour. Il ne faut pas le voir comme une épreuve, il ne faut pas avoir le même regard avec ces épreuves-là de début de saison que le regard que tu auras sur une épreuve du mois de juillet ou du mois d'août. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, voilà, tout simplement. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!